Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc que j'ai vu récemment, une étude comme quoi c'était plus facile d'être ami avec quelqu'un en détestant les mêmes choses plutôt qu'en ayant des centres d'intérêt communs. Et vu que vous et moi c'est à la vie à la mort, hein, pas vrai, et ben aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une liste de 5 dirigeants historiques lamentables dont on pourra se moquer tous ensemble. Car oui, quand dans le titre j'évoque les pires dirigeants, je ne veux pas parler de la trinité maléfique du H, du S et du M, non je veux parler des rois, des présidents, des sultans les plus nuls et incompétents que j'ai pu trouver. Les demeurés, les arrivistes, enfants gâtés et autres peigne-cul, les types à qui on peut même pas demander de faire une mayonnaise et qui se sont retrouvés à régner sur des millions de personnes. Comme dans vos pires rêves de fièvre, je vous ai réuni un casting exceptionnel, 50 nuances de merde entre le type trop influençable, le pervers très porté sur la chose ou bien le mec complètement barjot mais aussi chroniquement incompétent. Vous allez apprendre dans cette vidéo un peu d'histoire tout en contemplant une succession de naufrages personnels et collectifs ayant provoqué la chute d'empires entiers en des temps ridiculement courts. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter le sponsor du jour. Vous le connaissez bien, c'est CyberGhost VPN qui accompagne la chaîne depuis un moment déjà. Avec 38 millions d'utilisateurs, ce logiciel vous permet de camoufler votre IP en vous localisant dans plus de 100 pays différents. Vous pouvez simplement changer votre localisation en ligne vers les États-Unis, le Japon ou tout autre pays et profiter de jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur Netflix, Amazon Prime, Disney+. CyberGhost permet en tout de développer 40 services de streaming grâce à ses 11 000 serveurs différents. Le tout validé par une excellente note sur Trustpilot. Avec CyberGhost VPN, vous pourrez accéder à des sites bloqués dans votre pays en contournant ces restrictions de manière sécurisée. Le service protège jusqu'à 7 appareils en même temps, PC, mobile, tablette, et avec le lien en description, vous pouvez profiter d'une offre à seulement 2,03 € par mois avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Encore un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et sur ce, je vous présente le premier incompétent de ce top qui n'est autre que... 5. Jean Santerre. Tout au long de l'histoire, l'arrogance de certaines personnes a empiré des situations qui pourtant se présentaient plutôt bien au départ. Vous voulez faire foirer une négociation, il vous suffit de prendre de haut tout le monde en espérant qu'on vous respectera. Vous voulez perdre un empire, faites comme Jean Santerre et chiez allègrement sur vos vassaux tout en n'assumant aucune des conséquences. Surnommé Jean l'épée molle par ses contemporains, j'adore ce surnom, son règne fut marqué par la perte quasi totale des possessions anglaises sur le continent. Son bilan, une pelletée d'expéditions foireuses, plusieurs révoltes, une guerre civile, l'augmentation massive des impôts et l'affaiblissement durable du pouvoir royal anglais avec l'établissement de la Magna Carta, un document juridique statuant en gros que le roi n'a plus un pouvoir absolu et doit également se soumettre à la loi. Retenez bien ça, Jean a tellement chié dans la colle qu'on a dû lui faire signer un papier devenu la base de la démocratie moderne. Sacré palmarès, mais comment a-t-il fait ? Tout commence à merder quand il décide d'enlever une gamine de 13 ans, fiancée au duc d'Angoulême pour l'épouser de force. Le but, faire capoter un projet d'alliance. Et le Moyen-Âge. Bizarrement, cet enlèvement ne passe pas du tout et le duc va se plaindre au roi de France, Philippe Auguste, qui va saisir ce prétexte pour confisquer les possessions continentales de Jean Santerre. Ainsi, la couronne anglaise est privée de domaines qui représentaient les 2/3 de la France d'aujourd'hui, des territoires qu'il va passer le reste de son règne à vouloir récupérer. Mais comment ? Car après la perte de ce domaine, il n'a plus d'argent. Il va donc commencer à taxer ce qui lui reste, mais alors taxer beaucoup, tout en rejetant avec la plus grande arrogance toute tentative de conciliation. Après avoir plongé le royaume dans la misère pour financer l'armée, il n'arrive même pas à reconquérir le moindre territoire et se fait écraser à Bouvines par Philippe Auguste. Excédé par ce grand n'importe quoi, ses barons se révoltent et le pape l'excommunie pour avoir trop taxé le clergé. Il est défait par ses nobles qui lui font signer la fameuse Magna Carta. Mais bon, l'idée de respecter ses engagements était étrangère à Jean, qui oublie tout une fois l'ordre rétabli en espérant que personne ne remarque rien, mais raté. Jean Santerre, que j'appellerai désormais Jean sans couille, se fait à nouveau dégommer par ses barons, s'enfuit comme un gros lâche tout en perdant une partie des joyaux de la couronne dans une rivière, avant de mourir d'une très violente diarrhée en 1216. Et non, je n'invente rien. Une fin dans le thème pour une personne considérée aujourd'hui comme le roi le plus détesté d'Angleterre. Comme quoi être arrogant et incompétent, ça fonctionne pas trop pour diriger un pays. Mais ce qui fonctionne encore moins, c'est d'être trop gentil et incompétent, comme vous allez le voir avec le roi suivant qui est... 4. Wang Mang. Wang Mang, c'était avant tout un érudit, un homme de lettres, fasciné par la philosophie de Confucius. Alors pour lui, Confucius, c'était pas pour décorer, non, c'était du sérieux. Et alors qu'il n'était qu'un simple fonctionnaire, il avait modelé sa vie et sa personnalité entière autour du respect des enseignements de Confucius. Il distribuait la plus grande partie de ses revenus aux pauvres, prit ses ancêtres plusieurs fois par jour, et dans la plus pure tradition chinoise, refuse systématiquement 3 fois avant d'accepter un cadeau ou une offrande. Ce qui est un peu le casse-couille si vous me demandez mon avis. Mais bref, Wang Mang, c'était un énorme prouveur. Et je dis ça parce que derrière
derrière ce masque de vertu, c'était pas le dernier à manipuler son monde. En effet, il cultive son image de type désintéressé, mais derrière place ses gamins à des positions stratégiques dans l'administration. Pire, il ordonne l'exécution de 2 de ses fils, l'un pour avoir participé à un complot, l'autre pour avoir tué un serviteur, une action qui, croyez-le ou non, renforce son image de type intègre. Et Monsieur Parfait continue son ascension, devient premier ministre d'un empereur de 6 ans, et lorsque le jeune souverain tombe malade, Wang Mang lui affirmera avec son immense noblesse d'âme qu'il préférerait mourir à sa place. Mais bizarrement, malgré ces belles paroles, le garçon meurt, alors incompréhensible, et alors Wang Mang accepte l'offre qu'on lui fait de fonder une nouvelle dynastie. Il aurait, selon les chroniqueurs, accepté sa nouvelle fonction de façon modeste, mais bon, à un moment faut aller se faire foutre. Le nouveau dirigeant va alors étendre son délire à toute la Chine. Pour lui, tout le monde doit suivre à la lettre les enseignements de Confucius. Il va alors imposer une série de mesures basées sur sa philosophie. Il impose un contrôle de l'État sur la totalité de la société chinoise, il nationalise les forêts, les terres, abolit l'esclavage, confisque les domaines aux grands propriétaires, instaure des monopoles d'État sur le sel, l'alcool, et s'engage dans la vie de tout le monde en voulant contrôler n'importe quel aspect de la société, des vêtements aux cérémonies de mariage. Me rappelle vaguement quelqu'un. Tiens. Le problème, c'est que ces idées se heurtent très rapidement à la réalité. L'économie est tellement désorganisée par tous ces changements que la valeur de la monnaie s'écroule. Suite à la confiscation des terres, d'immenses famines apparaissent et la populace commence un peu à gueuler. On ajoute à ça l'attitude de l'empereur qui fait la morale à tout le monde, sa politique de plus en plus autoritaire, et on a un cocktail explosif qui détonne lorsque des milliers de paysans affamés se révoltent et se mettent à infliger défaite sur défaite aux troupes impériales. Un cycle désastreux qui culmine lors de la bataille de Kunyang, où 10 000 brigands mettent en déroute les 400 000 soldats de l'empereur. Une des pires défaites que j'ai jamais vues, soit dit en passant. Ce qui met également fin au règne de cet énorme forceur. Celui-ci se fait décapiter quelques mois plus tard par une foule enragée, la Chine est en ruine, le peuple affamé, il faudra une dizaine d'années pour que l'empire se redresse, mais bon, au moins lui a-t-il tenté de faire quelque chose, ce qui est loin d'être le cas de notre dirigeant suivant qui est... 3. Ibrahim Ier. Paresseux, dépensier et un poil cruel sur les bords, notre bon Ibrahim va tellement faire n'importe quoi qu'il ne lui faudra que 8 ans pour se mettre à dos toute la société ottomane et se faire étrangler comme une merde dans une arrière-cour. Dès le début de son règne en 1640, la noblesse de l'Empire se rend très vite compte qu'ils n'ont peut-être pas misé sur le bon cheval. En effet, Ibrahim a des goûts un peu spéciaux et il va très vite se désintéresser des affaires de l'État qu'il laisse à sa mère pour se vautrer dans la plus grande débauche possible. Il est complètement obsédé par les fourrures dont il fait entièrement tapisser son palais, il porte des vêtements recouverts de 20 kilos de pierres précieuses, passe tout son temps dans son harem, fait installer des miroirs partout dans la grande salle pour s'admirer en train de baiser façon Patrick Bateman, et mandate sa mère pour aller lui trouver des femmes obèses qui l'adorent. Il donne régulièrement des titres et des honneurs à des animaux, fait installer des fontaines de parfums, mais le garçon avait aussi un côté cruel. D'abord il se laisse influencer par ses maîtresses qui le persuadent d'exécuter ses fidèles, puis à la suite d'une tromperie d'une de ses 400 concubines, il décide de toutes les noyer dans le Bosphore pour donner l'exemple. Un poil susceptible mec. Vous n'avez remarqué qu'à aucun moment je n'ai parlé de sa politique, car il n'en a pas. Il se désintéresse totalement des affaires de l'État pour se consacrer entièrement à ses loisirs. À la cour ottomane, on commence à se demander si Ibrahim n'a pas un peu des troubles mentaux. Et spoiler, oui, complètement oui, au cas où c'était pas évident. Le sultan est déprimé, sujet à des migraines constantes, il parle régulièrement à son frère mort et au fur et à mesure de son règne, adopte un comportement de plus en plus flippant et erratique. En vrai, ça aurait fait un très bon client pour ma série des dégénérés d'histoire, il y a 3 épisodes d'ailleurs, si vous les avez pas déjà vus, allez jeter un œil. Mais ce qui fera tomber notre bon ami, c'est le déclenchement d'une guerre contre la République de Venise qui tourne rapidement au fiasco avec le blocus du détroit des Dardanelles par la flotte de la Sérénissime. Alors que les habitants d'Istanbul commencent à sérieusement crever la dalle, notre bon Ibrahim dépense toute la caisse pour construire un palais recouvert de fourrure à sa maîtresse. Autant vous dire que ça ne passe plus. Et après un soulèvement général, le sultan sera étranglé dans une arrière-cour sous les yeux de sa mère, qui continuera d'exercer le pouvoir de façon informelle en mettant sur le trône son petit-fils. Mais bon, après tout, même si on peut reprocher pas mal de choses à Ibrahim, il a eu le bon goût de laisser les autres décider à sa place, ce qui est loin d'être le cas de notre dirigeant suivant qui est... 2. Bokassa Ier. Alors l'histoire de Bokassa Ier, dont les plus vieux d'entre vous qui me regardent se souviendront peut-être, c'est le récit tragicomique d'un dictateur qui se prenait pour Napoléon. Jean Bédel Bokassa, ancien soldat dans l'armée coloniale, prend le pouvoir en Centrafrique à la suite d'un coup d'état en 1965 et qui renverse le premier président du jeune pays. Les premières années se passent pas trop mal malgré la répression et la torture d'opposants politiques, mais le pays se développe même s'il galère à trouver une reconnaissance à l'international. Il est pourtant soutenu par la France qui voit dans Bokassa un allié potentiel dans la région, car oui, Bokassa aimait
bien la France. Il avait même un fétiche bizarre pour De Gaulle. En gros, il l'appelait papa, et il a même proposé de lui donner asile pendant mai 68. Mais Daddy De Gaulle, lui, a toujours regardé ce drôle d'animal avec méfiance. Et a raison, car le président révèle bien vite son côté tyrannique. Il détourne allègrement le budget vers des comptes en Suisse, pour s'acheter des châteaux en France, il torture lui-même certains de ses opposants et met en place un régime brutal. Mais comme beaucoup de dictateurs, le pouvoir finit par lui monter à la tête. Et en 1976, il pète totalement un câble et décide tout simplement de s'autoproclamer empereur du Centrafrique. Alors la cérémonie de sacre est grandiose. Il se fait tirer par 8 chevaux de race dans un char en bronze massif. Il achète une quantité invraisemblable de nourriture pour le banquet alors que tout son pays crève la dalle, se fait confectionner une couronne de 5 kg en or pur avec 60 carats de diamants dessus, fait fabriquer une pièce montée de 2 mètres de haut et une tenue qui ressemble à celle de Napoléon. Bokassa était en effet persuadé d'être la réincarnation de Bonaparte. Ce genre de profil normalement, on l'écarte à l'hôpital psychiatrique, sauf que là il était à la tête d'un pays gigantesque. À part un obscur ministre français, le premier ministre de l'île Maurice et Didier Ier, un étudiant se faisant passer pour un noble pour gagner un pari, aucun officiel n'assiste à cette cérémonie qui crame un quart du budget annuel. Dans la foulée, il annonce qu'il compte assumer tout seul les fonctions de ses 14 ministres, autant vous dire qu'il n'y arrivera pas et qu'avec une telle intro, le règne de l'empereur n'était pas amené à durer. Excédés à juste titre par cette cérémonie, la répression féroce et la corruption du régime, les Centrafricains prennent la rue alors que l'économie dévisse violemment et que le pays sombre à cause des dépenses démentielles de Bokassa. Mais ce qui signera la fin de notre apprenti Napoléon, c'est paradoxalement son soutien à Kadhafi à partir de 1977. Le soutien de Bokassa au dictateur libyen est alors très mal vu par Valéry Giscard d'Estaing, le président français de l'époque, qui envoie à notre nouvel empereur un émissaire afin de le persuader de retirer son soutien. Seulement Bokassa n'est pas vraiment d'accord et envoie un coup de canne en plein dans la gueule de cet émissaire, lui faisant ainsi perdre définitivement le soutien de la République. Il se fait alors renverser en 1979 suite à l'opération Barracuda. Capturé, il se venge en sortant un énorme scandale qui fera perdre les élections à Giscard, finit sa vie en exil et meurt en 1996 après s'être autoproclamé le 13e apôtre de Jésus-Christ. Il laisse derrière lui 17 femmes, 36 enfants et des milliers de victimes de sa folle dictature, fou mais pas paumé, contrairement au dernier dirigeant de cette vidéo qui est... 1. Henri VI. Oui, je sais, ça fait 2 rois anglais dans cette vidéo, mais tandis que le premier a ruiné le royaume avant la guerre de 100 ans, celui que je vous présente l'a conclu, en perdant ce qu'il restait de territoire anglais sur le continent. Couronné roi à 9 mois, Henri règne vraiment après une régence interminable où il se fait balloter d'intrigue en intrigue. Le règne commence plutôt bien, Henri a même droit à un beau bûcher pour célébrer son couronnement, il y aurait la jeune femme qui hurle dessus. Seulement peu après sa vraie prise de fonction, la ville de Bordeaux tombe aux mains des Français après la défaite anglaise de Castillon, et notre souverain bug. Il parle plus, mange plus, ne prend plus aucune décision, il faut le secouer pour qu'il signe quoi que ce soit, il bite plus rien, il reconnaît même pas son propre fils, et ça pendant 1 an. 365 jours où Henri ne lève même pas un sourcil, malgré l'avalanche de merde qui s'amoncelle chaque jour qui passe. Du coup, les nobles mettent en place une régence. Le duc de York prend de facto le pouvoir, vire les courtisans qui manipulent le roi, coupe dans les dépenses, redresse l'économie, réforme la justice, pose les bases d'une gouvernance saine, met fin aux querelles, aux guerres, transforme l'eau en vin et invente la fission nucléaire, puis soudain, Henri VI s'est enfin réveillé. Et il est furieux qu'on ait osé gérer le pays à sa place pendant tout ce temps. Non mais vous vous rendez compte, vous auriez pu attendre 1 an, c'est quoi 1 an? Résultat, il annule la majeure partie des réformes du duc de York, pourtant très populaire, et déclenche une guerre civile, la guerre des 2 Roses, qui durera 30 ans et finira d'enfoncer le pays dans la merde jusqu'à la fin du 15e siècle. Battu, emprisonné par 2 fois à la tour de Londres pendant ce conflit, il finit par mourir dans des circonstances troubles et plutôt suspectes après avoir plongé le pays dans le chaos, concluant ainsi un des règnes les plus désastreux de l'histoire. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme moi j'ai apprécié l'affaire. N'oubliez pas de commenter, partager et de vous abonner si vous voulez me soutenir dans mon travail, et pourquoi pas jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien dans la description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Garantie satisfait ou remboursé 45 jours. Et sur ce, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.